le 16 mai. C'est la 7e édition de la Journée internationale du vivre ensemble. Et comme chaque année, genre avec la Zawiya Alawiya et avec, en général, et avec la JVEP, la Jannat Al-Arif, qu'est-ce que le français a la traduction? La Fondation méditerranéenne du développement et l'environnement. Durable. Et ça, c'est l'organisation internationale. Donc, on essaye toujours d'organiser une rencontre, quelque chose ensemble pour célébrer cette journée, pour parler autour de la thématique de l'année ou même de proposer des thématiques. Et cette année, puisque à ce moment-là, même cette journée, genre le cheikh, qui est le président de AISA, il a célébré avec ses confrères et tout à Genève cette journée. Dans les locaux des Nations Unies. Et la thématique de cette année, c'est l'éducation au cœur, la paix au cœur de l'éducation. Et bon, pour l'anecdote, je viens d'apprendre tout à l'heure avec lui, il m'a fait part d'une découverte pour moi, que dans un livre qui va le présenter tout à l'heure, dans les manuels scolaires, il y a tout un dossier sur la journée du vivre ensemble. Et ça, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Parce que le but d'un débat et tout, c'est de suggérer après des idées et tout. Et là, il y a des choses qui existent déjà. Et je pense que c'est une journée qui nous rappelle, c'est comme les Eid Kbir, Eid Sghir et tout, mais l'idée, c'est pas juste pour parler uniquement en cette journée, mais c'est toute l'année. Qu'on a besoin de vivre en paix, de vivre ensemble en paix et de coexister avec l'autre et tout. Et pour cette fois-ci, nous avons invité c'est pas un professeur, tout ça c'est des titres. Mais pour nous, dans cette bibliothèque, c'est l'enfant de la bibliothèque. Elle a grandi ici. Après les titres, c'est académique, c'est universitaire, mais pour nous, c'est un enfant de cette bibliothèque. Il a appris pas mal de choses ici, il nous a appris des choses aussi. C'est Moustapha Rajaï, qui est professeur à l'université de Mostaganem, en sciences sociales. Et il est là avec nous pour qu'on puisse animer, parler de cette journée, et aussi sur la thématique. Donc je lui donne la parole, et après ça sera plus un débat, donc il va faire une petite intervention, on essaiera de parler un peu, mais chacun a la parole aussi. Très bien. Merci Romain. La paix au cœur de l'éducation. 7 ans après l'adoption historique, le 8 décembre 2017, l'adoption historique. Je m'excuse. Le 8 décembre 2017, de la Journée internationale du vivre ensemble en paix par les Nations Unies, JVEP, nous sommes arrivés aujourd'hui à la croisée des chemins, devant un choix d'avenir qui engage de manière décisive la destinée des générations futures. Les multicrises actuelles nous placent en effet dans une urgence qui ne peut être davantage niée. Pour vivre et prospérer, le monde d'aujourd'hui a besoin d'une vision partagée, d'un dénominateur commun qui l'unit à travers un idéal porteur de sens et de cohésion. Tout nous pousse à unir nos efforts pour privilégier la culture du nous, celle de l'unité et de la responsabilité, sur la culture du jeu, celle de l'égoïsme et de l'individualisme, afin de retrouver le chemin vers une humanité unifiée et apaisée. C'est précisément là que l'éducation à la culture de paix, dès le plus jeune âge, entre en ligne de compte pour accoucher de cette nouvelle conscience universelle. En inscrivant la paix au cœur de toutes les relations, l'éducation à la culture de paix fait en effet prendre conscience de notre interdépendance et de notre responsabilité vis-à-vis de toute forme de vie sur Terre. Trois voies d'avenir se profilent d'aujourd'hui. La voie express devant laquelle se trouve l'humanité, qui est de s'autodétruire. Pour cela, il y a une nucléaire. Une autre voie est celle de l'insouciance, se laisse emporter tout doucement par le flot des alliés climatiques vers l'avenir.
troisième voie, mettre la paix au cœur de notre système de gouvernance. Les chocs sont parfois salutaires car, au milieu du chaos, ils nous offrent l'opportunité de guérir les maux profonds de notre humanité. Ne nous pouvons fuir cette responsabilité. Chacun de nous est concerné, chacun de nous est une cellule de ce même corps qui s'appelle humanité. Que cette 7e édition de la JVEP, placée sous le thème de la paix au cœur de l'éducation, soit couronnée du succès, que les liens tissés et les efforts déployés puissent se traduire par une expérience exceptionnelle qui inspire de nouvelles collaborations et réalisations, créant ainsi un élan positif pour l'avenir en vue de résoudre la communauté humaine, ressouder la communauté humaine autour de valeurs universelles partagées. Merci pour cette lecture. Bon, maintenant, je donne la parole à Mustapha. Merci Omar. Merci tout le monde qui a décidé de choisir de sacrifier de son temps pour arriver ici et participer avec nous, et partager avec nous ces moments de célébration. Beaucoup plus de célébration et d'échange et de réflexion sur l'avenir, sur le présent et l'avenir autour d'une thématique qui est le vivre ensemble en paix. Je remercie Jent Larif, le bureau de ronde de Jent Larif, de l'association méditerranéenne du développement durable, qui est une association nationale, qui a un des projets pilotes pour elle, c'est la défense et la promotion de la culture de la paix et le vivre ensemble. Donc, et je remercie aussi le CDS qui a, conjointement avec la Jent Larif, ils ont nous permis cette réunion de discussion et de célébration. Donc moi, je ne sais pas, une fois ils m'ont demandé, moi j'ai dit, je ne suis ni spécialiste ni de la paix, ni de l'éducation. Mais quand même, comme Omar et Stalmani, donc, et quand même je suis proche de la Tariqa al-Alawiya, de la Zawiya al-Alawiya, et proche du CDS, donc je suis coincé entre deux, donc je dois répondre. Et tout, en fait, quand moi j'ai dit, je n'ai pas donné une conférence, parce que moi j'ai pas... Moi, je suis ici je vais essayer dans le contexte de la célébration, essayer d'animer, de faire parler les gens, parce que vous tous, vous avez des expériences vis-à-vis de cette thématique, et vous êtes venus ici pour célébrer, donc pour partager vos expériences, vos perceptions, vos projets, donc on a besoin d'entendre, de se reconnaître, parce que de vivre ensemble, donc il y a se connaître ensemble, donc faire les choses ensemble. Donc aujourd'hui, c'est comme vous savez tous qu'on est dans la 7e édition de la célébration du 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU. C'est le 8 décembre ou 7 décembre 2017. Donc c'était l'Algérie qui a présenté ça, et à l'initiative de la société civile. Et la société civile se base sur une communauté, qui est donc et l'idée, donc le Cheikh Khaled Ben Tounes, il a, à suite à un congrès en 2014, je pense que sur la femme, donner la parole aux femmes, le livre existe ici. Oui, il est là. On n'a pas prendre, on a oublié. Donc c'est les paroles. Donc c'était un des conclusions et des recommandations de cette congrès qui s'est passé ici à Oran. Donc ils ont proposé ça, de proposer une journée internationale du vivre ensemble, pour le vivre ensemble. Et le contexte était la femme et les violences contre les femmes.
Et vraiment, dans cette extraordinaire colloque internationale, il y avait tout le monde. Moi, comme sociologue, j'ai vu qu'il y avait des ulama, il y avait des érudits en théologie, en islam, et aussi des féministes, des femmes convaincues du féminisme. Donc, ils n'utilisaient pas la religion, l'islam pour défendre la femme. Il y a aussi des femmes féministes et qui utilisent l'islam pour défendre les droits d'homme. Donc, il y avait tous les courants. Donc, c'est ça qui a donné cette situation, le contexte de la femme. Donc le vivre ensemble d'abord, le vivre ensemble en paix d'abord était venu sur la thématique des femmes et la violence contre les femmes. Donc il y a eu toute une démarche de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie parallèle, la diplomatie de la société civile, donc les contacts du Cheikh Albert Tounes, donc les contacts, les réseaux, les relations et tout ça. Donc on a abouti à cette 2017, à cette déclaration avec l'unanimité. Donc tout le monde était d'accord, toute la nation était d'accord pour dire oui, on a besoin de consacrer une journée pour le vivre ensemble en paix. D'abord, au début, le cheikh disait que vivre ensemble. Et après, il s'est ajouté de la paix. Et si vous lisez le texte de cette déclaration, c'est dit que cette journée, ça sera une occasion pour mobiliser tous les efforts au niveau local, national, international pour promouvoir cette valeur. Donc il y a toutes des thématiques qui sont liées ou relatées au vivre ensemble, c'est la tolérance, la solidarité, l'acceptation des autres, combattre la haine, donc le respect. Il y a toute une terminologie lexique qui va avec cette thématique-là. Donc c'est ça. Il faut donc d'après cette documentation, c'est un encouragement pour chaque année se mobiliser collectivement, la société civile, les individus, les États, pour faire quelque chose, pour promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble en paix. Et il se trouve que la culture et l'éducation, parce que beaucoup de monde peuvent se questionner qu'est-ce que vous voulez par le vivre ensemble en paix et comment vous allez procéder, quelle approche. L'approche principale, la démarche principale, elle est culturelle et éducative. Déjà parce que l'initiative, elle vient d'une communauté, d'un groupe, des organisations qui viennent de la tradition soufie. Donc, si vous disiez la tradition soufie, c'est-à-dire l'éducation et la culture. Parce que les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la culture et dans l'éducation. Ils ne sont pas ni la politique, ni l'économie, ni les droits, ni la diplomatie. Donc c'est des efforts, donc c'est une continuité pour le Cheikh Albert Tounes, c'est une continuité du message du Cheikh Al-Alaoui. Cheikh Al-Alaoui, qui est fondateur de la Alaoui à Moustapha. Donc il a mort en 1934 et il a écrit, il a œuvré pour. Finalement, il a travaillé pour la paix, la culture de la paix, et c'est l'UNESCO en 2013 qui a reconnu l'école qui a instauré le Cheikh Al-Alaoui comme une école de tolérance. Et ouais, je pense tolérance et le vivre ensemble. Je pense tolérance. La tolérance, c'est les deux mots. Je ne sais pas, est-ce que deux mots, il y a seul mot, tolérance et accepte. Je pense la tolérance. Mais je pense que c'est la tolérance. Donc ça va. Cette déclaration, cette décision, cette rencontre de l'UNESCO a poussé les efforts pour travailler avec la société internationale, pour les États-Unis, les Nations Unies et tout le monde, pour créer une date. Comment une date, c'est un rituel. Et en anthropologie, on sait, les sociétés, on a besoin des rituels. Je me rappelle. Sinon, c'est faire des rituels. Donc les rituels, ça fait comme l'Aïd. Voilà. Un rituel, on fait rassembler les gens autour d'une tradition pour célébrer, s'entraider, rencontrer, parler ensemble. Sinon, les gens vont rester chacun chez lui en fait. Donc c'est pour partager. Et donc l'objectif, c'était la culture et l'éducation.
Et donc, chaque année, à chaque année, ça revient. Mais cette année-là, ils vont dire que la thématique, et le lieu c'est Genève. Genève, aujourd'hui, il y a toute une conférence en ligne, en live. Vraiment, c'est beaucoup d'intervenants internationaux qui ont parlé de la culture de la paix, d'éducation de la paix. Donc, c'est l'Algérie, société civile qui a organisé ça à Genève. Donc, c'est vraiment la diplomatie, mais donc c'est très. Il faut valoriser, il faut. C'est un honneur. Ah oui, pour l'Algérie. Donc, on a des capacités comme ça. L'Algérie, on a des individus qui peuvent faire, des groupes qui peuvent faire. Il n'y a pas que les politiciens, les bureaucrates et les fonctionnaires. Donc, il y a ce civil qui peuvent faire des choses. Donc, cette année, donc, la thématique principale, c'était l'éducation à la paix. Déjà, aujourd'hui, à Genève, ils ont annoncé un projet à Genève, c'est le CP. Le CP, c'est l'éducation à la culture de paix comme projet pour l'UNESCO et l'ONU. L'objectif, c'est que ce sera un texte ou une décision qui va adopter comme référence pour l'éducation de la paix par toutes les nations. C'est des décisions de l'ONU, donc c'est l'Algérie qui va. Donc il y aura des signatures de mobilisation pour qu'un texte, des outils, une pédagogie de la paix sera adoptée, discutée, adoptée par toutes les nations. Donc vous savez que donc, on parle de l'éducation. Donc c'est l'éducation qui est le support, et la base pour cette culture de vivre ensemble en paix. Et donc, moi, peut-être toutes ces informations-là, vous le connaissez. Peut-être que je n'ai pas donné beaucoup d'informations pour les gens qui savent beaucoup de choses. Donc, mais seulement, moi, j'ai décidé que, d'abord, on a présenté des livres. Parce que si on parle d'éducation, c'est des livres. Si nous sommes au centre de documentation économique et sociale, c'est des livres. Le livre, oui. Ou surtout le livre aujourd'hui. Parce que pourquoi le livre est l'espace des lectures et des livres? Parce que maintenant, il y a des enjeux, il y a des risques, surtout avec c'est pas avec seulement l'Internet, les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle. Donc les gens, de plus en plus, s'appuient sur les machines, demandent des informations sur les machines, et ces machines-là, ils sont capables de produire des informations, même ils sont capables des machines, de produire des vidéos et des choses. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de créer une réalité, beaucoup de réalités. Donc justement, c'est pour ça qu'on a ramené Gérard Bronner. Gérard Bronner, c'est un sociologue français qui est très branché sur les questions de l'information, et la désinformation, et le rôle d'Internet, et les croyances, et comment l'Internet aujourd'hui, et l'intelligence artificielle, qui est, c'est vrai, une source de progrès et d'innovation bénéfique, mais aussi un grand risque. Même moi, j'ai fait une interview avec Gérard Bronner qui sera publié à Oman, pour une revue pour le Oman, et j'ai lui posé la question, peut-être cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, c'est pas seulement l'Internet. Il y a quelque chose de très grave, peut-être, que cette technologie va nous bouleverser complètement. Parce que vraiment, et lui, qu'est-ce qu'elle m'a dit que le risque, c'est quoi? Maintenant, avec l'intelligence artificielle, le risque, c'est chacun va avoir son propre monde de vérité. Et il va rencontrer que les gens qui lui ressemblent. Donc, c'est vrai, on va de plus en plus vivre dans sa société, mais chacun a ses propres vérités, son propre monde. Et il m'a dit dans l'interview, il m'a dit que le risque c'est quoi? C'est que finalement les gens vont à la fin dire qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de valeur, chacun a sa vérité, chacun son monde, et ce sera la guerre. Parce que si moi, je vais vous connaître à travers ce que l'intelligence artificielle va me dire sur toi. Donc il n'y a pas de communication entre les gens, les gens ne vont pas partager, donc ces moments-là sont très importants. Parce que ces moments-là, c'est des gens physiques, avec une identité,
Sur la réunion. Ils vont parler, discuter, corriger. Hein, on a un texte. Donc la fille l'a lu et il y a les corrections humaines. Ça, c'est très important. Peut-être à l'avenir, les gens vont... On va le perdre. Donc c'est ça très important. C'est pour ça la discussion. Et c'est pour ça que Gérard Bronner il y avait une commission en France qui s'appelle Commission Bronner, qui était chargée par le président français pour justement réfléchir sur ça. Et ils ont fait un rapport de 124 pages avec des 14 experts. Ils ont fait des conclusions juridiques, éthiques et scientifiques. Surtout Gérard Bronner, il insiste sur l'éducation. L'éducation à l'esprit analytique critique. On a besoin, à l'école, on a besoin d'outiller la jeunesse et les enfants comment réagir et comment répondre et comment analyser trop d'informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, trop d'informations et de plus en plus de fake reality, une réalité fausse. Vraiment, c'est la manque de... Maintenant, le mensonge, il est travaillé. Donc comment nos enfants et nos jeunes vont affronter ce monde-là qui est... Et c'est pour ça heureusement, il y a des livres déjà à Bronner, il y a des sociologues. Donc heureusement, il y a toujours des livres. Parce que les enfants ont la capacité d'analyser le faux du vrai. C'est ça le danger. Justement, même les adultes maintenant de plus en plus ils partent de ça. Donc c'est pour ça l'éducation, et c'est pour ça que peut-être j'ai proposé, c'est ça le contexte. Je pense que le contexte pour parler de vivre ensemble, cette année, au moins, j'ai choisi cette thématique de l'intelligence artificielle, la technologie, et parler de Gérard Bronner, donc, et quand même la rencontre avec les gens qui sont, même la diversité, il y a risque qu'on perde la diversité. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir Bernard, d'avoir Tania avec nous. Donc des gens, physiquement, ils sont là, différents. La diversité, elle est là. Et on a dans le CDS, on a cette chance de rencontrer les gens. Hein, donc c'est bien de rencontrer les gens, et partager, et les histoires, et lire. Bernard, il a deux formidables livres ici qui récit son expérience de vivre ensemble ici. En Algérie, c'est très important. Donc, et moi, je trouve que Pierre Claverie, c'est lui. Depuis un mois, il a un livre fascinant sur lui, traduit en arabe. Et moi, je pense que Pierre Claverie, il est le père fondateur de Vivre ensemble. Depuis les années 60. Depuis, c'est lui qui a vraiment senti qu'en Algérie, on a besoin de ça. Parce que la période coloniale, c'est quoi le problème? C'est la bulle coloniale. Tout le monde vivait dans son monde. Les Français, les Européens dans un monde, les musulmans dans un monde, et puis pop, les explosions. Et toujours le problème de cette bulle, à chaque fois, il va revenir. Et de plus en plus maintenant, et les gens choisissent, même la technologie, les algorithmes, ils sont en train de c'est tout ce qu'on appelle le TikTok là. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand débat. Peut-être les technologies maintenant avec les algorithmes, ils vont vous produire un monde que vous voulez vivre. C'est ça le danger. Parce que l'éducation, c'est quoi? Elle ne va pas nous donner qu'est-ce qu'on veut, on désire. Non. L'éducation, les limites de nos désirs. Et c'est pour ça que les livres sont importants. Parce que les livres, parce qu'un enfant, si on laisse l'enfant dans sa nature, il va juste de satisfaire ses besoins et ses plaisirs. Mais les livres, elles ont des limites. Lorsque on rentre au CDS, vous avez la géographie, l'histoire. Donc il y a une histoire, il y a une géographie, il y a la sociologie, il y a l'économie. C'est des limites pour notre connaissance. Donc tu ne peux pas dire que je sais toute chose, ou je connais toute chose. Non, tu dois savoir qu'il y a des livres, il y a des gens qui ont écrit. Et leurs écrits, ils sont physiques, et avec des preuves, ils étaient discutés. Donc les livres et l'éducation, c'est très important. Donc, mais quand même, et si on revient au projet de vivre ensemble au pays de l'éducation, quand même ça, c'est pas seulement des discours. Le discours, c'est un projet qui a commencé depuis 2017 et 2018,
Et il y a même des écoles maintenant. Des écoles en Algérie ailleurs, en Netherlands, à Hollande, et en Indonésie, et en Espagne, toutes des écoles qui travaillent pour le vivre ensemble, pour la paix. Donc introduire la paix dans l'éducation. Et en Algérie, on a 13 écoles qui sont liées, qui sont conjointement sous le support de Jemet Al-Arif, la Zawiya Alaouia, 13 écoles. Et ils sont maintenant dans la maternelle, les 3, 4, 5 ans. Donc, ils ont un programme, même ils ont réussi à produire même des manuels. Par exemple, j'ai porté avec moi le manuel des mathématiques. Les mathématiques, on apprend les mathématiques ensemble. Donc, c'est une pédagogie vraiment, ce qu'on appelle la pédagogie alternative. Donc, comment, à travers les mathématiques, même dans le préscolaire, on va connaître et affronter et apprendre à vivre ensemble. Et ce qui est, par exemple, il y a un thème ici, ou un outil. Par exemple, si vous connaissez le Pascal, le triangle de Pascal, il est enseigné ici. Et pourquoi le triangle de Pascal? J'ai peur du petit peu. Le Pascal, oui, Pascal. Donc c'est ça, oui. Modèle de Pascal. Donc, à travers cet exemple, les enfants vont voir que le 1 il est partout. Le 1 il est partout. Donc ici, à travers le chiffre 1 qui est partout, ça veut dire aux enfants que le 1 est partout, donc tous les nombres, tous les chiffres, il en a le 1. Donc ça reflète une unité, malgré la diversité, une unité. Donc il y a des notions, donc toute une pédagogie qui est basée sur toute une documentation et une documentation, des manuels qui sont basés sur la notion du vivre ensemble en paix. Donc moi, j'invite les chercheurs qui sont spécialistes de la pédagogie de travailler sur ça et de voir comment ces notions ils sont appliquées dans les outils. Et il y a toute une littérature, toute une documentation très... c'est facile de trouver toute cette littérature de l'éducation de la paix. Donc il y a des outils, par exemple, disons la médiation de cercle, c'est des outils innovants. Donc moi je ne suis pas spécialiste de la pédagogie, mais donc j'ai trouvé qu'il y a tout un projet éducatif avec des outils, avec des approches. Il y a des gens mobilisés, des experts, donc il y a un projet alternatif. Donc un projet comment faire, parce que l'éducation c'est pas seulement les connaissances. Donc, parce que pourquoi on parlait de l'alternative? Parce que ça regarde. Donc pourquoi alternative? Parce que l'école, ils disent que l'école, elle n'est pas faite seulement de donner des connaissances, mais elle est faite pour inculquer des valeurs. Donc surtout l'école, elle est vue, elle est lieu de vivre ensemble et d'apprendre les enfants de vivre ensemble. Les valeurs. Et c'est la paix. Et dans ce projet-là, la paix, il y a 3 dimensions de la paix. Il y a d'abord la paix intérieure. Donc, comment l'enfant découvre, quels sont les outils à donner aux enfants pour trouver cette paix intérieure. Et il y a la paix avec les autres, avec le groupe, comment travailler ensemble, comment coopérer, comment travailler avec les autres et trouver un paix entre les groupes ou à l'intérieur d'un groupe. Et puis, il y a la paix avec la nature, l'environnement. Donc, il y a trois dimensions de la paix donc, qui sont inculquées, donc, qui sont bien visées dans le vivre ensemble en paix et la paix dans l'éducation. Je pense que j'ai parlé beaucoup que j'ai prévu pour moi-même. Donc, moi, je suis là pour... Donc, j'ai parlé pour justement pousser, pour présenter une plateforme de discussion pour ce débat. Et moi, ce qui m'intéresse même comme observateur, comment les gens réagissent. Parce que je sais, Mohamed, il est venu du Chlef justement pour participer à ça. Et lui, il a travaillé sur Cheikh Alaoui, Tolstoï, la paix, Cheikh Alaoui, Tolstoï. Donc tout le monde ici, il a ses expériences, il a des choses à partager. Donc on aimerait bien
que tout le monde parle et partage. Alors, on va donner déjà la parole à madame. Vous avez parlé de 13 écoles. Est-ce que ce sont des écoles privées? Oui, privé. Oui. Voilà. Associatif. Mais est-ce qu'on enseigne la paix dans le public, dans l'école publique? Ah, une bonne question. Oui, ça existe, ça existe. Moi, j'ai découvert comment mon enfant, qui est en 4e année moyenne, ils ont le manuel scolaire de français, et il est partagé en 3 projets. Le premier projet, c'est sur le tourisme. Oui. Et le deuxième projet, ça s'appelle le projet à l'initiative de l'Algérie. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 8 décembre 2017 la résolution 112-130 proclamant le 16 mai journée internationale du vivre ensemble en paix. De la page 70 à 80, donc il y a 3 projets. 4e année moyenne, il parle de la journée, il y a beaucoup de choses. Comment l'enseignant mais déjà l'idée est présente, ça viendra petit à petit avec nos sociologues, nos pédagogues. Avec Donc j'ai une formation continue peut-être, avec une mise à niveau. Il faut former des Parce enseignants. que là, parler de paix, c'est pas... Alors, bon, une personne à la fois. Attends. Une personne à la fois. Qu'on puisse tous parler ensemble et qu'on puisse s'écouter aussi. Bon, d'accord. Elle finit, madame. Non, j'ai dit que l'idée était bonne. Maintenant, petit à petit, avec nos sociologues et nos pédagogues, on avancera. Et j'espère que ça sera fait aussi au niveau du primaire. Parce que ça, c'est le collège. C'est le manuel scolaire officiel. Du collège. Collège. Pourquoi pas le primaire? Je ne sais pas, c'est le gouvernement, c'est le ministère, notre ministère. Mais le projet, par exemple, le projet c'est le manuel pour le pré-maternel. Oui, c'est entre les deux macaches. Hein? Entre les deux macaches. Non, ça c'est pas officiel. Là, c'est Le scolaire et le scolaire. moyen, il n'y a pas. Et ça a commencé, vous avez commencé quand le projet avec cette école? Cette école-là, je pense que c'est depuis 2017, je pense. L'éducation nationale. C'est pas l'éducation. On parle de l'éducation nationale. Alors, l'éducation nationale. Ils ne peuvent pas. Même l'école privée suit le programme de l'éducation nationale. Il ne faut pas faire à sa tête. Jamais. Il tout un débat là quand même. Alors, bon, déjà, j'aimerais bien faire parler d'autres personnes, parce qu'on a présenté des livres. Mustafa a parlé plutôt de Gérard Bronner. Mais moi, j'aimerais bien parler de quelqu'un qui est là avec ses livres, qui est Bernard. Il témoigné de son vécu dans Vivre ensemble en Algérie. Et aussi la participation de CDES en tant que, pas une école, mais une bibliothèque pour Qu'est-ce qu'il veut me faire la dire? culture de la paix et le vivre ensemble. Comment on va apprécier? Je crois que dans le CDES, comme un être vivant, a un code génétique. Et je crois que dans le code génétique du CDES, depuis sa création, il y a toujours eu l'idée qu'il n'y ait aucune ségrégation, j'ai dit ça un peu négativement, je commence par là, aucune ségrégation à l'intérieur du CDES. Ni entre hommes et femmes, ni entre un peu plus jeunes et un peu moins jeunes, ni entre Européens, Algériens, chrétiens, musulmans, ou rien du tout, et que tout le monde puisse avoir sa place au CDES. Et ça, je crois que dès les années 65-70, ça a été vrai, et pour les plus anciens qui ont connu le CDES à cette époque-là, ils savent que dans le public du CDES, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y avait à la fois des coopérants expatriés, il y avait à la fois des chrétiens, ou disons des Européens restés en Algérie après 62. Bon, alors ce public-là aujourd'hui, évidemment, a fondu, mais ça, c'est pas de notre faute, c'est comme ça.
et c'est vrai qu'il est moins représenté aujourd'hui, mais il fait partie du code génétique du CDES, tout à fait. Avec aussi le fait que dans cette bibliothèque, on a toujours essayé de respecter chacun et chacune tel qu'il est. Bon. Et donc, ça pose parfois des problèmes, parce que c'est pas toujours facile de faire cohabiter tout le monde, mais on a toujours essayé, y compris dans les équipes de travail, d'avoir des gens de sensibilités différentes qui travaillent ensemble. Et ça me paraît très précieux. Voilà, alors après, je ne vais pas parler de bouquins, si vous voulez les lire, vous les lirez un jour. Le premier commence à être ancien, le deuxième, il était parti d'un constat. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, au moins assisté à la béatification à Santa Cruz il y a 6 ans, 5 ans, pardon, 6 ans, oui, c'est ça maintenant, c'est ce que j'étais en train de dire déjà, sur la grande esplanade de Santa Cruz, donc de Pierre Claverie, dont Mustapha vient de parler, et puis de 18 autres de ses compagnons qui partageaient au fond la même sensibilité profonde que Pierre Claverie, même si lui était un peu le porte-drapeau, mais les autres partageaient la même sensibilité. Et à partir de ce jour-là, enfin, l'idée du bouquin m'est apparue le lendemain ou le surlendemain de ce jour-là. Bon, ensuite, il a fallu l'écrire, c'est autre chose. Parce que je me suis rendu compte, après cette béatification, que tous ces gens-là, au fond, ils avaient jalonné mon propre parcours. Que je les avais à peu près tous connus, à une ou deux exceptions près, et qu'ils avaient jalonné mon parcours personnel. Et donc ce livre est né de ça. Et que tous ces gens-là aussi étaient justement des gens... Alors à l'époque, on ne disait pas trop vivre ensemble, c'était pas à la mode encore, mais on disait plateforme de rencontre, vivre la rencontre, on avait d'autres termes, mais qui au fond disent la même chose. Le dialogue. Le dialogue entre les personnes différentes, essayer de... Voilà, avec peut-être quelques moments forts, j'ai peut-être envie de terminer là-dessus. Je pense, Tania est à côté de moi, elle était là à ce moment-là, à ce qu'a vécu le CDES dans les années 90. En ce sens que, bon, vous connaissez tout ce qui s'est passé dans ces années 90, certains l'ont vécu, d'autres étaient encore un peu jeunes, tant mieux pour eux d'ailleurs. Bon, c'était effectivement une période très dure. Et on a décidé à l'unanimité au CDES de rester ouvert, alors que tous les autres bibliothèques partaient, bon, ce qu'on peut comprendre aussi, bon voilà, l'Institut français, ils ont la responsabilité de fonctionnaires français, ils ne peuvent pas permettre d'avoir un attentat sur le dos, donc c'était assez normal que tout cela ferme. Et on était pratiquement la seule bibliothèque à Oran à être ouverte, y compris les bibliothèques de fac qui étaient quasiment toutes fermées. Ce qui fait qu'on est monté à ce moment-là, ça nous fait rêver aujourd'hui, à 2200, 2300 inscrits, quelque chose comme ça, là où on est à 500 et quelques aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé dans cette période-là, et Tania pourra compléter après si elle le veut, c'est que pendant toute cette période, qui était une période dure, bon, tendue, eh bien tout le monde nous disait, mais finalement le CDES est une oasis de paix. On rentre ici, on a l'impression qu'on est ailleurs, alors que le danger existait, hein, faut pas rêver. On aurait très bien pu avoir une bombe dans le couloir, bon, ce n'est pas arrivé, Abdullah, mais les gens ressentaient ce lieu, et pour moi c'était une belle réussite, ça, collective évidemment, pas uniquement de moi, une réussite collective. C'est-à-dire que les gens, quand ils venaient ici, ils se sentaient en paix, ils se sentaient rassurés. Qui n'était pas objectivement tout à fait vrai, et c'est comme ça que c'était ressenti. Je ne sais pas si Tania a envie de dire quelque chose à la suite de ce que je viens de dire là. Oui, c'était tout à fait ça, parce que je me souviens le premier jour, quand on restait ouvert, il y avait M. Rikfas qui passait juste à côté. Rikfas, oui. Oui, il disait « Ah, c'est bien vous, c'est tout à fait normal que vous êtes ouvert et que vous travaillez, etc. etc. » Bien sûr, il y avait les gens vraiment différents. Il y avait les garçons, les filles
qui pouvaient communiquer et qui étaient libres de se rencontrer. C'était vraiment le seul lieu où il n'était pas montré du doigt. Voilà, celui-là, il sort avec celle-là, ou celle-là, elle est avec les deux autres. Les gens, ils étaient libres. Celle-là, elle met le hijab, celle-là, elle ne le met pas. Voilà, les gens, ils étaient libres. Il avait le choix de se vêtir et de penser surtout. Et petit à petit, de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent. Et d'ailleurs, moi, depuis toutes ces années, j'ai fait beaucoup d'amis. Je suis arrivée ici comme, je ne sais pas, par hasard, mais après ça a devenu ma maison et avec beaucoup d'amis, beaucoup de femmes qui ont eu les gosses qui sont venus après s'inscrire chez nous. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, surtout, les livres qu'on peut prendre ici, de conseiller aux gens, tu lis ça, tu lis autre chose. Et Mustapha, tout à l'heure, il dit que le livre nous impose des limites. Je ne suis pas d'accord du tout. Le livre n'impose pas de limites. Notre arrogance. Oui. Oui, notre arrogance. Oui. L'ignorance. Oui. Au contraire, il ouvre l'horizon. Là où, quand tu n'es pas économiste du tout, mais tu prends un livre d'économie, tu trouves d'autres horizons, oui. Et tu fais la connaissance avec d'autres gens. Ce qui est bien de dire que vivre ensemble, ça fait beaucoup de choses, mais la seule obstruction à cette idée, je trouve que l'Algérie, elle est un peu fermée. Les gens ici, ils ne peuvent pas voyager tranquillement et librement. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui veut aller en France où il doit avoir d'abord beaucoup de sous et avoir le visa et pour rencontrer d'autres gens. Si avant, c'est vrai, il y avait beaucoup de coopérants chez nous et on pouvait se parler, on pouvait se mélanger. Mais maintenant, c'est un peu autre chose, c'est tout à fait autre chose. En plus, c'est une corruption qui existe au niveau des services de visa. Bon, après ça, c'est Voilà, c'est pas notre débat. Attention, t'es enregistré, hein, donc si tu demandes un visa, alors, je pense que chacun de nous a quand même une expérience ou une réaction par rapport à cette journée qui se passe, qui nous rappelle chaque année qu'on doit vivre, qu'on vit ensemble déjà. Si c'est pas qu'on doit vivre ensemble, qu'on vit ensemble, mais on a besoin de la paix chaque jour en nous et avec les autres. Bon, Madame. Moi, je voudrais rajouter quelque chose à propos de Père Clavé, il disait dans la décennie noire, vous êtes en danger, il faut partir. Il répondait, je ne partirai pas en cette période noire où mes amis algériens sont en danger. Moi, je veux vivre avec eux ou mourir pour eux. Alors, je crois que c'était un prémonitoire et voilà. Quant au 16e, quant à la journée d'aujourd'hui, il évoque beaucoup de choses pour moi, même si c'est douloureux, parce que mon défunt mari a œuvré au départ de l'idée, de toutes ses forces, militant de masse qu'il était. On avait rempli le théâtre d'Oran, blindé pour, il est monté sur scène avec nos amis soufis d'Oran pour expliquer ce que peut apporter la paix et pourquoi il fallait à tout prix faire entendre cette revendication de la part de l'Algérie au monde entier et dégager par le biais de Cheikh Tounes cette journée internationale que nous fêtons aujourd'hui en son absence. Ouais.
D'autres personnes qui veulent réagir par rapport à ça? J'ai envie de reprendre la parole, mais sur toute autre chose par rapport à l'éducation. Là, je m'échappe complètement de ça. Quand j'ai entendu parler du thème, là, il y a quelque temps déjà, je me suis posé deux questions. Tu parlais dans la lettre, le Chapelle Tounès fait allusion dans la lettre du passage du je au nous. Il est très important ce passage. Mais je dirais, il y a peut-être deux autres passages qu'il faudrait arriver à faire dans l'éducation pour que la paix s'instaure un peu plus. C'est d'abord que la connaissance ne soit plus une affaire de compétition. Et je pense que tant que l'école, à tous les niveaux et partout, hein, c'est quasi mondial ça, à quelques exceptions près, dans certaines écoles alternatives. Tant on est toujours en termes de compétition. Le meilleur, le premier, le deuxième, le troisième. On peut peut-être inventer un système éducatif, je l'avais fait un tout petit peu à ma petite mesure quand j'étais enseignant en Algérie dans les années 70. C'est qu'au lieu de faire une compétition entre les élèves, on instaure une compétition avec soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as eu comme note la dernière fois, qu'est-ce que tu as comme note aujourd'hui? Non pas par rapport aux autres, mais toi. Est-ce que tu as monté, est-ce que tu as descendu? Donc ça, c'est une petite remarque qui me paraît très importante, parce qu'à partir du moment où on rentre dans un système de compétition, il n'y a plus de paix. On est dans le conflit, forcément. Ou au moins dans... voilà. Et ça continuera avec l'économie de marché, avec etc., etc. On est dans le même système. Depuis l'école, et dans les pays asiatiques, c'est encore bien plus fort que par ici. Et puis ma deuxième remarque, c'est qu'il faudrait peut-être introduire aussi dans la réflexion le passage de l'avoir à l'être. Ça, c'est une réflexion très philosophique, mais qui me paraît essentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend aux enfants à avoir, y compris des bonnes notes, ou à être, y compris meilleur? Et ce n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de... Avoir des notes ou être... Avoir des notes, avoir la meilleure note de la classe, ou être meilleur en soi-même. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde où c'est l'avoir qui apparaît en premier. Alors que normalement, enfin, si on voulait dans une culture de paix, il faudrait que ça soit l'être. Parce que dans l'être, il n'y a pas de compétition. Alors que dans l'avoir, on est constamment dans la compétition. Voilà, je me tais. C'est très bien compliqué de passer de l'avoir. Pardon? Là, je pense que je vais proposer à l'école de Moustaghanel d'intégrer, parce qu'ils ont un conseil pédagogique, je pense qu'ils vont mieux profiter de l'expérience jésuite, en enseignant jésuite. Non, il n'est pas jésuite. Il n'est pas jésuite. C'est un enseignant. Ah non, je ne suis pas jésuite, non. Alors, faire la paix avec son ego, c'est ça. Faire la paix avec son propre ego. Tout à fait. Faire la paix avec son propre C'est ce ego. que j'ai compris. Et pas développer l'ego le plus gros possible de chacun. Très bien. alors quelqu'un d'autre voulait réagir. Mesdames, messieurs, quelqu'un d'autre voulait réagir par rapport à cette journée, déjà par rapport à la thématique. Souvent, quand on parle de paix, enfin c'est ce que j'ai remarqué moi, quand on essaye toujours de faire en sorte que les extrêmes se rassemblent entre eux, d'éviter les conflits, etc., on est traité de bisounours un petit peu. Moi, ça m'arrive tout le temps parce que je suis quelqu'un qui aime le juste milieu et on traite très souvent de bisounours. Comme si j'étais naïve, comme si j'étais en dehors de la réalité. Bon, je m'en fous là, parce qu'à l'âge que j'ai atteint, je m'en fous là maintenant. Mais quand j'étais plus jeune, ça m'affectait. Franchement, hein. Et donc, la culture de la paix, c'est pas quelque chose d'évident, du tout. On est beaucoup plus dans le conflit, dans le chacun pour soi, dans les extrêmes. C'est très compliqué d'essayer de rassembler les gens. Franchement, hein, même au niveau familial, même... c'est la remarque que je voulais faire, c'est pas évident. Oui, madame? C'est la société de consommation qui a voulu ça. Oui, ça c'est le capitalisme. C'est notre débat. Même au point de vue Mais je pense- société, hein, pas seulement au point de vue je pense que économique, même dans le vivre.
Vous avez évoqué le mot conflit, mais je pense que le mot conflit, on a toujours l'habitude de le traiter comme un mot négatif, alors que non. Le mot conflit, il n'est pas tout le temps négatif. Il y a la négation du conflit, il y a aussi la positivité du conflit. Parce que parfois, avec le conflit, on peut avancer. Mais quand on est dans la, voilà, comme on appelle la critique constructive, dans le conflit positif, c'est-à-dire c'est un conflit, c'est pas pour détruire, ou c'est un conflit pour avoir le dessus sur l'autre, mais c'est un conflit parce qu'il y a une confusion, donc on veut éclaircir. Ça, c'est un conflit qui peut avancer, qui peut nous ramener à une paix. Mais quand on est dans un conflit, mais avec un regard plutôt négatif, c'est-à-dire on est dans un conflit pour la destruction, j'ai un problème. Destruction. La discussion. La destruction. C'est les lettres qui coincent. La destruction. C'est les lettres qui coincent, c'est pas l'arabie. Et là c'est la négation du conflit, et là c'est le mot. Mais je pense que la paix, bon, salam, ça c'est un mot qui est formidable, qui est l'un des prénoms de Dieu, qui nous ramène tous dans cette garde. C'est-à-dire, on est tous là parce qu'on aime la paix, parce qu'on a besoin de paix pour vivre, parce qu'on ne peut pas vivre sans paix. On a besoin de guerre pour apprécier la paix. D'accord. Donc si vous êtes là, je les bombe atomiques pour qu'après on va revenir. D'accord. Non, c'est juste une provocation. Là, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est pas vrai. C'est une provocation. Pour faire réagir. Moi, je pense que nous avons... C'est les conséquences de la colonisation qui a séparé tous les peuples et toutes les régions de l'Algérie et qui a créé ce régionalisme, et le vivre ensemble, on n'a jamais pu l'avoir. Entre régions, entre villes, Moi, j'ai subi ça parce que j'ai fait un mariage d'une région à une autre, et j'ai beaucoup souffert, il n'y a jamais eu le vivre ensemble. Il y a eu toujours cette cassure. Et je pense que l'Algérie, justement, elle doit effacer le régionalisme. Moi, j'appelle ça le régionalisme, parce que le kabyle, le temselien, l'oranais, le discours. Voilà. Et là, on a des coupures, on n'arrive pas à vivre ensemble. Il y a ça déjà. Revenons à notre sujet. Moi, j'ai encore plus... La paix, pour avoir la paix, il faut avoir une vision humaniste. C'est ça, madame. Avoir une vision humaine. On est des humains, rien d'autre. Vous dites ça, mais est-ce que tout le monde pense comme vous? Oui, beaucoup le pensent. Si on est avec les soufis Zawiya al-Alaouia aujourd'hui, qui est une organisation internationale qui a regroupé toutes les religions, même les athées, même les grands musulmans, même etc. Justement, le 16 mai, pour ça. Voilà. Parlez de ça. Et je te réponds, le soufisme domine la Kabylie. Il est vraiment très propagé en Kabylie. Et comme partout ailleurs, c'est déjà, même si c'est une tendance quand même religieuse, mais qui a œuvré pour rassembler et contrecarrer le radicalisme fondamentalisme dont on a parlé tout à l'heure. Mais le plus grave, si on parle de paix, c'est l'islam traditionnel, c'est la tradition algérienne. C'est le juste milieu. C'est nos parents, l'islam de nos parents, de nos parents. Ils ont vécu dans la tolérance, avec dans le fanatisme. On a la guerre de libération, qui est le meilleur exemple. Je reviens à la paix. Il y a un des grands précurseurs de la paix, c'est bien l'émir Abdelkader. Il a écrit même une lettre à la reine d'Angleterre, il a sollicité les généraux français, je veux la paix. On appelait d'ailleurs le pacificateur. Je veux la paix, je ne veux pas faire la guerre. Est-ce que vous acceptez? Et évidemment, lui, le guerrier, qui a mené des combats sur tout le territoire algérien jusqu'à, je ne sais pas, et qui a pu rassembler
Donc, mais cette vision humaniste est confrontée aux instances internationales. On a actuellement le meilleur exemple avec la question de Gaza, où les instances internationales ne font rien, où le droit international qui est censé être respecté par l'ONU parle. On n'aboutit pas à la paix. Comment on ne peut pas aboutir à la paix? Donc, malgré ça, moi, je ne veux pas avoir une vision négative. Ça me revient à l'oreille, qui écoutait tout le temps les discours de Arafat Rabbi Yahmou, qui disait « Kul fa'il mutafa'il ». Donc, on reste toujours optimiste. Sinon, on n'avancera pas dans nos... On ne vivra pas heureux, tranquille. Voilà ce que je voulais dire. À propos des instances internationales, c'est pour Gaza, les instances internationales ont fait leur travail. L'ONU a fait son travail, les ONG, toutes les ONG du monde ont condamné. Il y a un seul pays qui fait le veto. Les USA. Et c'est pour ça que... parce que la paix et l'entente entre les peuples, les guerres, c'est... Parce que... sur quel point... Comment ce projet-là, il a commencé? Donc l'idée, elle est où? L'idée, elle est dans l'UNESCO. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a l'ONU. Et on a l'UNESCO. L'UNESCO, c'est quoi? C'est l'idée de l'UNESCO principale. Et c'est écrit. Parce que les guerres, la Première Guerre mondiale, il disait que les guerres, ils ont commencé dans les têtes des hommes. Et que dans les têtes des hommes, qu'on doit construire les défenses, les murs pour défendre la paix. C'est ça l'idée principale de l'école de la paix. C'est que les guerres, ça se passe ici. Ça commence ici. Et si, parce que toujours, si les guerres et les conflits, vous allez trouver, c'est vrai, il y a des problèmes économiques et politiques, mais aussi, vous avez trouvé des problèmes culturels entre les gens, la perception de l'autre. Donc, il y a des gens qui utilisent la violence et les guerres pour alimenter plus de haine entre les gens. Donc, si on arrive dans l'éducation, à faire comprendre la diversité et les causes de la diversité culturelle et naturelle et historique, et faire que les gens comprennent les conflits, comment ça. Donc l'éducation doit donner à travers des outils. Par exemple, on a dans les projets, on a l'outil de la médiation, le cercle et tous ces outils-là vont permettre de voir l'humanité comme un seul corps. Et qu'on a besoin de tout le monde dans notre diversité. Et on doit coopérer, entraider pour résoudre les conflits. Il n'y a pas une nation, ou une ethnie, ou une religion qui peuvent résoudre tous les problèmes. Non, le salut va, s'il y a un salut, il va de l'humanité tout entière, de la coopération et de l'acceptation de tous les peuples. Donc c'est ça le... Je crois qu'il faut aussi se rappeler que, au moins dans la Bible, je ne sais pas si c'est la même chose dans le Coran, dès qu'il y a eu deux hommes, la guerre a commencé. Abel et Caïn. Bon, il n'a pas fallu attendre longtemps. C'est symbolique, évidemment. Hein, mais dans la symbolique, dès qu'on met deux personnes, le conflit est là potentiellement. Et que la paix ne sera jamais acquise. C'est-à-dire que se croire qu'il y a eu la paix avant et qu'aujourd'hui il y a la guerre, c'est complètement stupide. Hein, et croire que demain il y aura la paix parce que c'est stupide aussi, ça sera sans arrêt. Et je crois qu'il faut se le rappeler. Et là, j'aime ce que disait M. Arafat, que c'est toujours à construire et dans une certaine forme d'optimisme. On peut passer pour des bisounours, tant pis. C'est toujours à construire. Et plus tôt ça commence, et là je rejoins très bien votre projet, plus tôt ça commence, mieux c'est. C'est-à-dire apprendre aux enfants que le conflit, il est dans le cœur de l'homme. En grec, diabolos, ça veut dire celui qui divise, le diable. C'est la définition même du diable. C'est celui qui divise. Et il n'a pas fini de travailler. Et je crois qu'il divisera toujours. Et que si on veut la paix, c'est toujours à reconstruire sur une division qui de toute façon existe. Elle est là. Et on veut l'accepter. Il faut l'accepter. Et prendre conscience de richesse. Et la guerre n'est pas un accident de parcours. La guerre est fondamentale. Bon, là je rejoins un petit peu. Mais le conflit est fondamental.
C'est-à-dire que, alors après, on peut dire la colonisation. Moi, je crois que de toute façon, s'il n'y a pas eu la colonisation, il y aura autre chose. Hein, Ibn Khaldun, c'était bien avant, et il a déjà fait les mêmes descriptions. Bon, c'est-à-dire que, voilà, c'est une lutte permanente. Bon, Pour la paix. Pour la paix. Alors, pour la paix aussi, quand on s'inspire de la Bible, il y a le philosophe Kant qui a écrit le projet de paix perpétuelle. Emmanuel Kant. Quand il a écrit le projet de paix perpétuelle, le projet de paix perpétuelle. En fait, parce que lui, il a eu une éducation chrétienne, catholique lui aussi, et il s'est inspiré parce que qu'il y a deux hommes, donc il y a une guerre. Mais quand il a écrit son projet, c'est-à-dire dans sa vision qu'on ne peut pas éliminer la guerre, on ne peut pas éliminer les conflits, mais pour aller vers la paix, parce que c'était la période des années de 300 ans de guerre et tout, et comment en plus, peut-on arriver à une paix perpétuelle? Ça c'est impossible, mais il disait qu'on doit aller vers ce qui est essentiel, ce qui nous réunit. C'est-à-dire, on fait le geste, l'effort, même la volonté, pour travailler sur ce qui peut nous réunir, les valeurs et tout. Pas seulement la religion, pas seulement et tout, même l'économie, tout ça. C'est-à-dire même les ressources humaines, les ressources naturelles et tout ça. Mais son travail, c'était après il y a le projet politique par rapport à l'Europe. Déjà, l'Union européenne, c'est la concrétisation de projet de paix perpétuelle de Caen. Mais l'idée fondamentale dont il parlait, c'est ça, c'est-à-dire que la guerre, elle y est, mais on a besoin de voir la paix. Et ça me rappelle le livre de Etia Isso, Etia Isso qui était une femme, une juive qui était prisonnière dans la Deuxième Guerre mondiale, de Auschwitz. Et elle dans un livre, c'est pas un livre, c'est un journal intime de sa vie, qui a été publié ensuite. Et elle racontait par rapport à toute cette violence qui était autour d'elle, sur les juifs et sur tout ça. Et elle disait qu'il y a un passage qui m'a beaucoup fait penser, c'est la saloperie des autres, elle est en nous aussi. Et dans cette phrase-là, elle essayait de dire que le mal que je suis en train de ressentir, qui me vient des autres, il est en moi aussi. Si j'étais peut-être à leur place, je pourrais le faire. Mais j'ai choisi de ne pas faire du mal, mais de voir le bien. Et c'est ça, je pense que c'est la pensée fondamentale de construire la paix, c'est-à-dire de voir le bien. Tout à l'heure, elle a dit, Binours et tout, vous avez parlé qu'il y a certains qui ne croient pas, il y a partout dans la rue et tout. Mais c'est là, c'est l'effort et le travail de chacun de nous, c'est-à-dire à partir de soi, moi je vois le bien, donc dès que je vois une autre personne, je fais le bien. Et c'est l'enseignement même du Coran et de prophète qui nous a enseigné comment faire parler de l'islam, c'est avec du comportement. Mu'amala. Positif. Et après, c'est pas la peine, parce que quand on parle de régionalisme, c'est là où on concrétise la pensée. Mais c'est si on fait. Voilà. Quand on dépasse cette pensée de régionalisme et de conflit et de division, c'est là où on peut construire la paix. Bon, je pense que Mohamed a envie de parler. Mohamed Kakhamaïs, Cheikh Al-Alaoui, Tolstoï. Il a pris. Tolstoï. Il a fait une comparaison entre Tolstoï et Cheikh Al-Alaoui. Ah oui. Et son contribution est dans son ouvrage. Il y a des prix. Cheikh Al-Alaoui. بحث مش حاصل وغير برنامج نعرف غير لا معليش لأن الفكرة الأساسية بالعربية بالنظر الفرنسي شوية شغل كاسع بالعربية لا أنا شرح له ماشي مشكلة ما عنديش مشكلة أنا الأطروحة تاعي كانت حول الزاوية العلوية وجمعية العلماء. الموضوع تاعي هو التنظيمات الدينية وأثروا على عملية التحول الديمقراطي. هل هذه التنظيمات الدينية يعني تساهم في صناعة الثقافة الديمقراطية ولا ما كانش؟
يعني هل تساهم، هل تساعد ولا ما تساعدش؟ وهل هي الموبستاكل ولا مشاهد يعني دون لو بلوس بور ريوشير هذا المشروع هذا الدوله المدنيه. اش كان التنظيمات الديمقراطيه تساهم ايجابا ولا راه يتعرض. كان بين البحثين تاعي اني ندي تنظيم سلفي وتنظيم صوفي. ديت جمعيه العمل المسلمين الجزائريين كتنظيم سلفي وديت تنظيم صوفي عندي الزيت. لكن الحاجه اللي ثارتني وانا نبحث ما ندخلش معكم في الموضوع هذا لانه هذه الدكتوراه وما عنديش بزاف من اللي ناقشته واللي عايش فيها. اثارتني الزاويه العلويه. اولا لانه كما كانت تقول اختي هنا حدايا انه شوي ان فيس دو لا ديسيني نوار، انا ولاد التسعينات للاسف عشتها في شلف وكون جو دي شلف صرت في الوسط ديالي. ايوا قريت بزاف على تولستوي على روزا لوكسمبورغ مسيو تولستوي اكسيتيرا قريت بزاف على السلبيه هذه والثقافه تاع السلبيه. ان شاء الله كلهم يعرفوا الدكتور مصطفى انا نعرف الزاويه العلويه ما نعرفش الشيخ مصطفى العلوي مي الطرح تاع الشيخ العلوي يعني صراحه اقوى بكثير من تولستوي. وهذا اللي خلاني ندير مقالين الان، مقال حول ثقافه السلبيه بين الشيخ احمد مصطفى العلوي وتولستوي، ومقال اخر حول القيم الانسانيه اللي فالور يونيفرسال كومان كما راه كاتب هنا داخل كقيم داخل الزاويه العلويه. هذا راه قابلين مناقشه في انا وعندي موضوع اخر تحت مع عمر وخاصني نعطي كتبه هنا داخل اللي ساعدني عليهم، وانه التصوف القيم الانسانيه تاع التصوف في المنطقه المغاربيه ما عندهاش علاقه بالاسلام فقط. حنا عندنا ناقصين شويه، حنا عندنا ناقصين فراغ وستيل نقدر نعتبره صوفيا واثر في المسيحيه، اثر يعني احنا عاده نستقبلوا الدين ثم نؤثر يعني ندوه نتاثروا فيه، حنا نعاودوا نشكلوا قيم جديده وتبقى شخصيتنا لماذا اللي ما نقدرش نجاوبك عليها هذا. اذا وجدت ما بين تولستوي والشيخ العلوي ان الشيخ العلوي ابعد. لو كان ندوز تولستوي ونقارنوه وعلى ما يتكلموش معليش دونك نشرح لا يتكلموا هما قبل دونك خاطر يتكلموا ونقول لك وين الشيخ عبد الستار العلوي زايد عليه يتكلموا لان تولستوي بدات رحلته مع فلسفه السلميه منذ عودته الى القوقاز. هو القوقاز رحل كمحارب ثم بعد ذلك عجبته المنطقه تاع القوقاز وثقافتها وما الى ذلك عاود رجع لها واول شيء داروا هو اغاني الرعاة، ترجم واحد المجموعه شعريه اسمها اغاني الرعاة. والمنطقه تاع القوقاز هذه ضعوا في اذهانكم انها منطقه صوفيه بامتياز، يعني كي نقولوا النقشبنديه والقادريه. انا دا الافكار تاع تولستوي دا افكاره ودا كذلك من الكنائس المسيحيه، يعني دا كل يعني العصاره عصر الاثنين وكونا. الاشكال انه تلاميذه مثلا كي ندوهم احنا ندو مثلا غاندي في الهند وندو مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحده الامريكيه وندو مونديلا ليترون. كيف جعلوا السلميه حولوها الى وسيله. الغاندي وكونتاج لا كولونيزاسيون بريطانيك هذاك اللي دروا سيدي في الولايات المتحده مارتن لوثر كينغ، وهذا كيف الابارتايد في جنوب افريقيا. بالنسبه للشيخ احمد مصطفى العلوي كيف هو متفوق؟ لان الشيخ مصطفى العلوي يطلع فكره جديده انه لا بي بور لا بي، السلم من اجل السلم. كيف ننتقل من السلم عبر السلم يعني لو با، كيف اجعل من السلم وسيله للوصول الى السلم. وهنا الشيخ مصطفى العلوي مش نقول بهذا بيير كلارمي فوق راسي تولستوي فوق راسي الدنيا ديك فوق راسي، انما كشغل فكره جديده، فكره تصور رؤيه جديده اثرتني فكتبت عليها مقال وربما نزيد لانني شكرا لكم. اعتذر صوت ولا حاجه ولا شكرا على ديرنا محاضره. Donc, merci beaucoup d'être venu et participer dans ce débat. Et continuons à essayer de... Alors, bon, Amine, qui est le représentant de Jannat al-Ali, ce soir nous vient avec deux diplômes ou deux attestations de remerciements. Bon, je te laisse les présenter et les donner. Alors, en première. Bernard Janico. Mais
dédie aussi à toute l'équipe qui est avec moi. Essaye de tourner comme ça. Sans les autres, je ne serais rien du tout. Et la deuxième, assim, Mustafa Rashid.